Bonjour à tous et bienvenue à cette formation Basic Package phase 1 organisée par le comité des ITE de réanimation de la SFAR. Je suis Antoine Moncel, je travaille en réanimation chirurgicale polyvalente à la Pitié-Salpêtrière. Nous allons aborder successivement les bases physiologiques de la ventilation artificielle, le tableau de bord d'un respirateur, les différents modes ventilatoires, les paramètres à régler en fonction du différent mode utilisé, les indications relatives des modes ventilatoires en fonction de la topographie des patients, et enfin, nous conclurons. Voyons premièrement les bases physiologiques de la ventilation spontanée et de la ventilation artificielle. Nous tous, actuellement, nous respirons selon une ventilation spontanée. La respiration physiologique de la ventilation spontanée se compose de deux phases distinctes, l'inspiration et l'expiration. Ce diagramme vous montre l'évolution des pressions au sein des poumons en fonction du temps. Il s'agit donc d'une sinusoïde avec une pression qui devient tantôt positive durant la phase expiratoire et tantôt négative durant la phase inspiratoire. Lors de l'inspiration, nous avons de manière réflexe ou volontaire une contraction des muscles respiratoires, notamment du diaphragme, qui en se contractant entraîne une déformation de la cage thoracique. Cette déformation provoque une dépression intrathoracique. La pression intrapulmonaire devient inférieure à la pression atmosphérique extérieure, ce qui entraîne un gradient et un mouvement d'air entre l'extérieur et l'intérieur des poumons. Nous inspirons, il s'agit de l'inspiration. Lors de l'expiration, maintenant, le relâchement des muscles respiratoires précédemment cités, à savoir notamment le diaphragme, provoque un retour à son état d'équilibre de la forme du thorax, de la forme de la cage thoracique. Ce retour à l'équilibre de ce thorax provoque une augmentation des pressions qui deviennent supérieures à la pression atmosphérique. De nouveau, ceci entraîne un mouvement d'air de l'intérieur des poumons vers l'extérieur. L'air sort des poumons vers l'extérieur, il s'agit de l'expiration. Lorsque nous voyons en séquence les courbes de pression en violet, les courbes de pression pleurale en bleu et les courbes de débit en noir et en rouge dans la partie basse de ce diagramme pendant la phase de la respiration, de la ventilation spontanée, nous pouvons revoir que lors de l'inspiration, la dépression au niveau pleural et au niveau des voies aériennes, provoquée par la contraction volontaire ou réflexe des muscles respiratoires, provoque un gradient de pression de l'atmosphère extérieure vers l'intérieur des poumons, ce qui génère un débit positif, c'est l'inspiration, un débit inspiratoire de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Et durant l'expiration, nous revoyons que lors du relâchement des muscles respiratoires, la déformation de la cage thoracique qui revient à son état d'équilibre provoque une réaugmentation des pressions des voies aériennes, une réaugmentation de la pression pleurale, ce qui provoque une augmentation des pressions intrathoraciques qui dépasse la pression atmosphérique, engendrant un mouvement d'air de l'intérieur des poumons vers l'extérieur des poumons, avec un débit, cette fois-ci, qui est donc négatif. Des poumons vers l'extérieur, il s'agit de l'expiration. Lorsque l'on voit maintenant la ventilation mécanique, lorsque l'on parle de ventilation artificielle, il faut bien comprendre que cette ventilation est une ventilation antiphysiologique. En effet, nous allons voir qu'elle se passe toujours en pression positive exclusivement. Ici, vous revoyez les deux diagrammes, comme expliqué précédemment, qui vous montrent l'évolution des pressions en ordonnée en fonction du temps en abscisse. À gauche, le diagramme vous montre cette sinusoïde des pressions en fonction du temps dans le cadre de la respiration spontanée, cette respiration qui est donc physiologique.
Cette pression est négative, très proche de zéro pendant la phase inspiratoire, et est positive, très proche de zéro pendant la phase expiratoire. Le diagramme de droite vous montre exactement le même phénomène, c'est-à-dire le suivi de l'évolution de la pression en fonction du temps, mais cette fois-ci dans le cadre de la ventilation artificielle, de la ventilation contrôlée. Vous voyez d'emblée, du premier coup d'œil, que cette courbe est toujours positive, vers les valeurs positives. La pression est donc toujours positive, que l'on parle de la phase inspiratoire ou de la phase expiratoire. Cette différence fondamentale est importante à comprendre entre la respiration spontanée et la ventilation contrôlée. La respiration spontanée est une respiration en deux régimes de pression, négative et positive. La ventilation contrôlée mécanique est un phénomène qui se passe uniquement en pression positive. De nouveau, nous resuperposons les courbes de pression en fonction du temps. En ventilation mécanique, ce sont les courbes en traits pleins, orange dans le diagramme du haut et rouge en trait plein dans le diagramme du bas. En pointillé bleu, sur le diagramme du haut, vous avez les courbes de pression en fonction du temps en ventilation spontanée. Et sur le diagramme du bas, les courbes pointillées vous représentent l'évolution du débit en fonction du temps dans le cadre de la ventilation spontanée physiologique. Encore une fois, cette superposition des deux types de courbes vous montre bien qu'en ventilation mécanique, nous sommes en permanence en pression positive, avec un débit qui est constant durant la phase inspiratoire, c'est ce qu'on appelle un débit en créneau, alors que pendant la ventilation spontanée, qui est elle physiologique, la pression oscille autour de zéro, entre une pression négative durant l'inspiration et une pression légèrement positive durant l'expiration, et le débit pendant la ventilation spontanée est un débit décélérant durant la phase inspiratoire. Voyons maintenant comment se compose, comment se construit un tableau de bord du respirateur. En fonction du type de respirateur que vous allez utiliser, en fonction de la marque de ce respirateur, il est tout à fait possible que ce tableau de bord soit agencé de différentes manières. Néanmoins, nous retrouverons de manière assez constante toujours les mêmes éléments principaux. Vous avez tout d'abord en haut à gauche, encadré en rouge, indiqué le nom du type du mode ventilatoire employé. Nous verrons plus tard quelques exemples de noms de ces modes ventilatoires. En haut, en jaune, à droite, nous verrons des alarmes éventuellement apparaître en fonction du type d'anomalie détectée par le ventilateur. À droite, encadré en mauve, vous voyez les paramètres qui sont monitorés par la cellule informatique du respirateur. Il existe une cellule qui est capable de capter, d'enregistrer en permanence la fréquence respiratoire, le volume courant, le débit généré par le respirateur ou par le patient, et également les pressions enregistrées lors de la ventilation mécanique. Enfin, en bas en rouge, encadré en rouge, vous avez les paramètres qui sont réglés, c'est-à-dire ce que vous avez réglé vous par l'interface avec le respirateur, c'est-à-dire via les boutons de réglage, qui sont en général des paramètres qui ont été préalablement prescrits par les médecins anesthésistes réanimateurs. Nous revoyons ici les courbes de pression et les courbes en jaune et les courbes de débit en vert en fonction du temps. Vous avez à gauche les courbes de pression et les courbes de débit en fonction du temps dans un mode ventilatoire qui s'appelle le mode volume contrôle. Vous avez à droite les courbes de pression en fonction du temps et de débit en fonction du temps dans un mode ventilatoire qui est appelé le mode pression contrôlée. Encore une fois, vous constatez que la pression est toujours positive et que le débit peut être soit décélérant, soit constant en fonction du mode ventilatoire employé.
Et enfin, encadré en rouge, vous voyez l'évolution des pressions et des débits en fonction du temps lors de la phase expiratoire, à gauche dans un mode volume contrôlé, à droite dans un mode pression contrôlée. Vous voyez que cette morphologie de courbe est semblable entre les deux modes et la pression pendant l'expiration sous ventilation mécanique est toujours positive. Elle peut complètement être comparée au phénomène d'expiration physiologique lors de la ventilation spontanée. Voyons maintenant le prochain chapitre, centré sur les différents modes de ventilation que l'on peut rencontrer en réanimation. Quand vous allez commencer en réanimation, vous allez être confronté à plusieurs dizaines de différents noms se rapportant à différents modes ventilatoires. Ces noms vont dépendre de la marque de votre ventilateur et du type de respirateur employé dans la réanimation dans laquelle vous travaillez. Alors pas de panique, on va essayer de comprendre les clés de lecture qui vont vous permettre d'appréhender ces différents noms et de comprendre les bases de fonctionnement de ces modes ventilatoires principaux utilisés en réanimation. Il faut savoir qu'en réanimation, au quotidien, uniquement 3 à 4 modes ventilatoires sont utilisés de manière préférentielle et le plus souvent chez nos patients. La première clé de lecture est celle basée sur le mode volume ou le mode pression. La première question à vous poser lorsque vous essayez de comprendre sous quel mode ventilatoire est ventilé votre patient, c'est: est-ce que je demande au respirateur de générer un volume ou est-ce que je lui demande de générer une pression? Autrement dit, en termes de consignes réglées, est-ce que le médecin a prescrit une consigne en volume ou une consigne en pression que devra délivrer ce respirateur? La deuxième clé de lecture se situe au niveau de l'assistance délivrée par le respirateur au patient. Il existe des modes complètement contrôlés dans lesquels le degré de liberté laissé au patient est minimal. Le respirateur aide quasiment complètement le patient à respirer. Et il existe d'autres modes plus assistés. On parle d'assistance respiratoire qui peuvent laisser plus ou moins de liberté au patient de respirer. Dans ces modes assistés, on peut également régler le niveau de cette assistance ou le niveau d'aide apporté par le respirateur au patient. Première clé de lecture, est-ce que je règle un volume ou est-ce que je règle une pression? Dans le mode volume, le volume courant est un volume courant fixe, il est assuré par le ventilateur, il est prescrit par le médecin. Je dois le régler sur le ventilateur. Les pressions des voies aériennes sont variables. Les pressions seront des résultantes entre le volume courant et les caractéristiques physiques du patient. Le débit engendré par le respirateur en mode volume est un débit carré ou encore en créneau ou encore appelé débit constant. Lorsque l'on se place dans un mode ventilatoire en pression, ce n'est pas le volume qui est fixe et réglé, mais cette fois-ci c'est la pression. La pression est fixe, c'est la valeur qui est réglée, qui a été prescrite préalablement par le médecin, et c'est la valeur que je dois fixer via l'interface du respirateur. La pression est donc fixée, le volume courant est lui variable puisqu'il va résulter des caractéristiques physiques du patient et il va résulter de la pression administrée par le ventilateur. Dans les modes en pression, le débit n'est pas constant, mais il est cette fois-ci décélérant, comme vous le montre cette forme triangulaire. Voici la différence des courbes de pression et de débit en fonction du temps. Dans le mode en volume, à gauche de la diapositive,
et dans le mode en pression à droite de la diapositive. Vous voyez que, en ce qui concerne les pressions en fonction du temps, la pression est bien sûr toujours positive. Par définition, nous sommes en ventilation mécanique. La forme de la pression en fonction du temps n'est pas la même. Il y a une forme de vague dans le mode volume, alors qu'il y a une forme de créneau dans le mode en pression. En termes de débit en fonction du temps, vous voyez que le débit est constant, ou en créneau, dans le mode volume, alors qu'il est décélérant dans le mode en pression contrôlée. La deuxième clé de lecture, pour comprendre un mode ventilatoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit du degré d'assistance. Alors, pourquoi les ingénieurs, pourquoi les médecins ont-ils travaillé à laisser le choix aux patients de respirer, même lorsqu'ils sont intubés et ventilés artificiellement? Bien d'abord, il est démontré que créer une adéquation entre le respirateur et la commande ventilatoire du patient permet de mieux utiliser la commande ventilatoire du patient. Cette synchronisation optimisée permet une assistance à l'appel inspiratoire du patient, permet de diminuer la sensation de dyspnée, augmenter le confort et diminuer des sédations. On sait aussi que laisser respirer le patient en ventilation artificielle permet de maintenir une activité musculaire des muscles respiratoires et notamment du muscle diaphragme, ainsi de réduire la dysfonction diaphragmatique qui est induite par la ventilation artificielle sur plusieurs jours. Enfin, dans les études, il est démontré que le fait de faire respirer, de laisser respirer le patient en ventilation artificielle permet de réduire le délai de sevrage de la ventilation mécanique. Comment peut-on faire pour faire en sorte que le respirateur puisse détecter les efforts inspiratoires du patient, puisse écouter le patient et le laisser respirer malgré la mise sous ventilation artificielle? Eh bien, les bio-ingénieurs ont défini, ont inventé des méthodes de détection. Ces méthodes de détection reposent sur des seuils de détection d'efforts inspiratoires du patient. Ces seuils, c'est ce qu'on appelle un trigger en anglais. Il y a deux manières d'écouter le patient. Soit on détecte une dépression du patient parce qu'il fait un effort inspiratoire, ou soit on détecte un débit inspiratoire généré par le patient. En général, il faut mieux imposer au respirateur une détection sur un mode de débit. Autre chose qui peut survenir, c'est que quand on règle ce seuil de déclenchement, on peut le régler de manière trop sensible, et à ce moment-là, il peut advenir des déclenchements non voulus, ou alors il peut être trop peu sensible, et à ce moment-là, parfois le patient peut essayer d'inspirer, mais n'y arrive pas, parce que notre seuil de détection est trop élevé. Pour résumer, lorsque l'on mélange les deux clés de lecture, à savoir, premièrement, quel est le paramètre préréglé? Est-ce que c'est un volume ou une pression? Et deuxièmement, quel est le degré d'assistance? Nous pouvons résoudre quasiment la compréhension de la totalité des modes ventilatoires développés par les industriels. Sur ce diagramme, à gauche, nous sommes en mode volume. Ce que je règle sur le respirateur, c'est le volume courant. La pression est une résultante. Du haut à gauche vers le bas à droite, je diminue mon degré d'assistance. Plus je diminue mon degré d'assistance, plus je laisse respirer mon patient et plus je vais vers la ventilation assistée contrôlée intermittente et la ventilation spontanée. À droite du diagramme, je suis en mode pression. J'ai réglé un paramètre réglé qui est la pression. Le volume courant est une résultante. Pareil, du haut à gauche vers le bas à droite, je diminue mon degré d'assistance délivré par le ventilateur, et plus je vais du haut à gauche vers le bas à droite, plus je vais vers le mode ventilatoire spontané en aide inspiratoire et vers la ventilation spontanée. Dernier élément pour comprendre les différents noms des modes ventilatoires,
de bien comprendre que, en fonction de l'industriel qui a déposé le brevet, en fonction du type de respirateur, en fonction de la marque de ce ventilateur, vous aurez plusieurs noms différents qui identifient le même mode ventilatoire. Donc ne paniquez pas, ne soyez pas impressionnés par ces noms. Chaque ventilateur a un nom particulier pour un mode ventilatoire que vous pourrez tout à fait comprendre si vous appliquez les deux clés de lecture, à savoir est-ce que je suis en pression, est-ce que je suis en volume, et deuxièmement, quel est le degré d'assistance que délivre mon ventilateur au patient. Avançons et voyons la prochaine session. Les différents paramètres à régler en fonction du mode ventilatoire. Nous allons d'abord prendre le cas de mode ventilatoire en volume qui s'appelle le volume contrôle ou ventilation contrôlée. Dans ce mode ventilatoire, qui est un mode en volume, les pressions sont donc des résultantes. Je règle au niveau de mon interface un volume. Je dois donc régler le volume courant, appelé VT pour Tidal Volume, qui veut dire volume courant en anglais, et je dois également régler ma fréquence respiratoire, mon rapport I sur E, qui est le temps inspiratoire sur le temps expiratoire, la FiO2 pour fraction inspiratoire en oxygène, et la pression expiratoire positive appelée PEP. En ventilation assistée contrôlée maintenant, qui est donc un mode en volume dans lequel je peux laisser respirer mon patient, il y a donc un certain degré d'assistance ventilatoire. Je dois donc régler exactement les mêmes paramètres qu'en ventilation contrôlée, à savoir la fréquence respiratoire, le volume contrôle, le rapport I sur E, la FiO2, la pression expiratoire positive, auquel je dois ajouter un nouveau paramètre, puisque je suis en ventilation assistée contrôlée, un mode un peu plus autonomisé que le mode volume contrôle. Ce paramètre supplémentaire s'appelle le seuil de détection, ou encore appelé le trigger. Je dois donc régler cette sensibilité du trigger inspiratoire. Enfin, dernier mode ventilatoire principalement utilisé en réanimation, le mode VSAI pour ventilation spontanée en aide inspiratoire. Il s'agit d'un mode ventilatoire en pression. Je règle donc un paramètre en pression. Ce paramètre, c'est ce qu'on appelle l'aide inspiratoire. Il s'agit d'une pression en centimètres d'eau. Je vais devoir également régler un paramètre de détection, puisqu'il s'agit d'un mode autonomisé avec une assistance ventilatoire. Ce paramètre s'appelle donc le seuil de déclenchement ou trigger inspiratoire. Je règle également la FiO2 et la pression expiratoire positive. Dans ce mode ventilatoire, je n'ai pas de réglage concernant la fréquence respiratoire, puisque la fréquence respiratoire sera une résultante du patient en fonction de son état respiratoire. Avançons dans l'exposé et voyons les différentes indications des différents modes ventilatoires en fonction du type de patient rencontré en réanimation. Quand doit-on utiliser la ventilation assistée contrôlée ou appelée ventilation volume contrôlé en réanimation? Eh bien, la ventilation assistée contrôlée est un mode utilisé de manière vraiment majoritaire pour des patients qui sont intubés, ventilés ou trachéotomisés en ventilation artificielle invasive, sous sédation profonde à modérée, hypoxémique ou non. Ce mode ventilatoire est extrêmement largement utilisé. Quand utiliser maintenant la ventilation spontanée en aide inspiratoire, appelée VSAI ou VSAID, c'est un mode de sevrage. Dès lors que vous aurez un patient qui est en cours de désédation ou complètement désédaté ou légèrement sédaté, qu'il présente des signes d'éveil, qu'il peut déclencher les
mouvements respiratoires et qu'il est capable de générer des cycles de ventilation spontanée. Vous pouvez mettre votre patient en ventilation spontanée assistée avec aide inspiratoire dans le cadre du sevrage de la ventilation artificielle. Il est validé pour l'épreuve de ventilation spontanée qui permettra de décider ou non de l'extubation de votre patient. Il est validé également avant de réaliser l'épreuve de ventilation spontanée sur tube. Nous allons enfin conclure. La ventilation mécanique ou la ventilation artificielle est une ventilation en pression positive. Vous avez vu que la principale différence entre la ventilation artificielle et la ventilation spontanée, c'est la pression positive régnant durant toute la durée du cycle ventilatoire et notamment durant la phase inspiratoire. Ce n'est pas une respiration physiologique. Les modes ventilatoires sont diverses et variées. Néanmoins, on a vu que 3 à 4 modes ventilatoires étaient principalement utilisés chez nos patients en réanimation. Il est important de comprendre si nous avons réglé un volume à délivrer ou une pression à délivrer par le respirateur. Il est important de comprendre quel est le degré d'assistance que l'on demande au respirateur de générer au patient. Ce degré d'assistance est complètement réglable. Les différents modes ont des spécificités qui s'adaptent aux différents types de patients rencontrés en réanimation. Il est important pour vous, infirmiers, qui allez prendre en charge des patients en réanimation, de connaître l'interface du ventilateur qui va bien sûr varier en fonction de la marque et du type de ventilateur utilisé. Important de comprendre, de s'y retrouver dans cette interface, puisque c'est celui-ci qui vous permettra de régler différents paramètres prescrits par les médecins, que ces différents paramètres vont varier en fonction du patient, que cette interface est propre au type de ventilateur utilisé et qu'il y a toujours une phase d'apprentissage afin de gérer au mieux la ventilation de ces patients en réanimation. Merci de votre attention.